Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau YouTube Live donc du mois d'août. On en est au 47e YouTube Live où donc je vais répondre comme d'habitude à un certain nombre de questions. Mais surtout, aujourd'hui, je vais vous présenter une invitée de marque qui est une nouvelle professeure de notre cursus Intuition qui s'appelle Cassandre. Bonjour Cassandre. Bonjour tout le monde, bonjour Joyce. Euh, donc, euh, c'est quoi notre cursus intuition? D'abord, le cursus intuition, ça commencera en septembre 2025, donc le mois prochain, et ce sera jusqu'à mai de l'année prochaine. Et c'est l'ensemble de connaissances sur la capacité à s'utiliser soi pour se guider dans la vie, guider les autres et aussi pouvoir utiliser les arts divinatoires. Donc, c'est un cursus qui va être composé d'un module de découverte de la médiumnité avec moi au mois de septembre. Ensuite, on aura un module sur les tarots, les oracles. Ensuite, on aura un module sur la numérologie avec une nouvelle professeure également qui s'appelle Hélène Frontezac, que j'aurai l'occasion de vous présenter peut-être au mois de septembre avec le YouTube Live. Euh, enfin, ensuite, nous avons la magie et c'est pour ça que Cassandre est là aujourd'hui. Elle va vous en parler au mois de janvier. Ensuite, nous avons le pendule et la loi d'attraction avec Cédric Pajot que vous connaissez déjà, qui était présenté sur nos réseaux l'année dernière, qui est un formidable thérapeute qui est du sud de la France. Et enfin, on va voir la guidance spirituelle, la capacité à parler avec des entités, des divinités, pour avoir leur guidance, mais aussi avec les défunts. Et aussi la lecture psychique, c'est-à-dire la capacité à lire toute situation et les cas, de faire beaucoup de cas pratiques pour que l'ensemble de ces connaissances, vous puissiez les utiliser soit pour vous, soit pour les autres, sachant que de notre cursus intuition, nous allons bientôt mettre sur les réseaux sociaux que nous avons déjà formé clairement des médiums qui peuvent s'installer professionnellement et qui font un formidable travail, ceci en à peine un an de pratique. Donc, on est très fiers de ce cursus et vraiment, je pense que vous serez ravis de le faire également. Sans plus attendre, je passe à notre invité de marque. Donc, Cassandre, on est ravis de t'accueillir au YouTube Live. Merci. Euh, alors, on ne te connaît pas encore. Qui es-tu et surtout quel est ton parcours? Parce que c'est vrai que là, quand on parle de magie, on pense d'une part que ça n'existe pas, on pense à Harry Potter, on pense à des tours de magie avec des cartes, ou on pense que tout simplement c'est une espèce de charlatanisme. Donc, c'est quoi, qui es-tu et c'est quoi ton parcours? Ok. On en pense aussi beaucoup de mauvais de la magie et donc du coup, ça va être intéressant de voir ensemble que la magie peut être une voie de guérison ainsi qu'une voie de développement spirituel. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'elle a été pour moi et c'est comme ça qu'on me l'a enseigné. Assez jeune, j'ai un petit souvenir en maternelle où j'ai levé les yeux au ciel et j'ai pris conscience du divin, en fait. Voilà. Et quelque part, mon parcours a commencé avec avec ce souvenir-là, cet événement. Euh, Ça a ouvert en moi comme une brèche, voilà. Et je me suis intéressée à à cette conscience divine. Voilà. Donc au début, je suis pas du tout d'une famille catholique ou autre, et c'est vrai que on tâtonne un peu et quand on a cet appel intérieur et on se demande voilà comment faire, où est-ce que je dois aller, qui dois-je rencontrer. Et c'est vrai que dans l'enfance, je garde ça vraiment pour moi. Voilà, c'est mon petit secret. Je suis très reliée à certains saints ou même à Jésus ou voir Marie. Voilà. On prend les icônes un petit peu de notre environnement proche. Et donc, voilà, par la prière, par une forme de dévotion, j'ai commencé à m'intéresser au divin. Euh,
ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai eu la croyance profonde qu'il existait un monde un peu parallèle au nôtre, on va dire, voilà, un monde invisible, pourquoi pas même magique, on va dire, dans l'esprit d'un enfant. Et j'y ai cru vraiment. Vraiment fort et tout de suite, sans avoir forcément de preuves ou autre. Et il s'est passé qu'au tout début de mon adolescence, j'avais 11 ou 12 ans, une amie de ma mère est venue à la maison et c'est elle qui m'a quelque part passé le flambeau, voilà. Et elle m'a dit voilà que la magie effectivement existait, qu'on pouvait faire ceci ou cela, que c'était très aidant et qu'on pouvait répandre beaucoup de lumière autour de nous, voilà. Donc elle m'a orientée sur quelques lectures, quelques pratiques, etc. Elle m'a transmis certaines choses. Et de là, j'ai commencé à être vraiment, on va dire, versée dans les sciences occultes pour trouver la lumière, pour comprendre un peu mieux comment je fonctionne, un peu mieux comment l'univers fonctionne aussi, parce que je trouve que avoir on pourrait dire, une carte intérieure ou un sens profond des choses aide vraiment à avancer dans la vie avec un cadre, j'ai envie de dire, un cadre au carré. Voilà, vraiment quelque chose, je pense tout de suite à la carte de l'empereur, la carte numéro 4 du tarot, voilà, où vraiment ça nous offre une base solide. Et c'est vrai que les pratiques ésotériques, voilà, et donc la pratique de la magie m'a ouvert des voies et m'a également ouvert surtout à la voie spirituelle, parce que j'ai commencé à pratiquer donc les arts divinatoires et également à, à pratiquer la magie, hein, donc jeter des sorts, des choses comme ça. Mais je vous rassure tout de suite sur le terme de sort, voilà, des choses plutôt lumineuses, plutôt de guérison et plutôt personnelles en plus, voilà. C'était vraiment orienté sur la protection, sur la purification, sur ce genre de choses. Et donc, cette voie de la magie m'a menée à ce qu'on appelle la religion des sorcières, voilà, à la Wicca, voilà. Et donc la Wicca, qui est qui est un syncrétisme religieux, on va dire. Voilà, on appelle ça aussi un néopaganisme. C'est né dans les années 50 et ça s'imprègne un peu d'hindouisme, de celtisme et de folklore des campagnes, on va dire. Voilà. Donc il y a tout un cheminement initiatique et spirituel dans la Wicca, voilà. Et c'est ça qui a vraiment commencé à nourrir ma pratique d'une du divin, en fait, quelque part. Voilà. Ça a vraiment été pour moi une ouverture sur le monde invisible et sur une compréhension intérieure et extérieure des mystères de l'existence. Voilà. J'ai pas connu la Wicca, ouais, j'ai pas connu la Wicca tout de suite parce que la Wicca, donc j'ai commencé à découvrir la magie à 11 12 ans. J'ai découvert la Wicca qu'à 15 ans et j'ai pratiqué seule. Voilà. Parce que, à l'époque, ce qu'on appelle les coven, donc les groupes, les cercles de sorcières, étaient très secrets et ils le sont toujours aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà, j'ai pratiqué 6 ans seule jusqu'à un moment donné où je me heurtais à un mur dans ma pratique. Donc je suis entrée en méditation et j'ai demandé à ce qu'on me guide pour pouvoir intégrer un coven et aller un peu plus loin. Et c'est là, je vous passe un petit peu tous les détails, que j'ai entendu un prénom d'une personne que je ne connaissais pas. Et un beau jour, je me suis rendu compte que cette personne existait. J'ai fait sa rencontre et du coup, je lui ai fait tout de suite ma demande, la demande que j'avais fait à l'univers à ce moment-là. Et il se trouvait qu'il connaissait un coven, voilà, de Wiccan, qui m'ont ensuite, année après année, initié au mystère de la Wicca. Voilà un petit peu mon parcours. Incroyable. Déjà, merci beaucoup de nous partager tout ça parce qu'on sait que ce sont des milieux très secrets. C'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que ça n'existe pas. Donc, merci beaucoup. Voilà, c'est un vrai trésor que tu nous partages. Euh,
Alors, je regarde s'il y a jamais des questions qui sont déjà arrivées. Euh, on nous regarde depuis l'île de la Réunion. Bonjour Didier. Euh, là, l'enregistrement, vous verrez Cassandre. Je suis en train d'enregistrer en même temps sur Zoom et vous verrez la vidéo avec Cassandre. Euh, pour l'instant, je suis désolée, vous n'avez que l'audio. Donc, on a envie de te demander maintenant, ben, c'est quoi la magie? Ah, excuse-moi, Joyce, ça a coupé. Ah, je recommence. Ou, c'est quoi la magie en fait? La magie. euh, la magie en langue des oiseaux, la langue alchimique, on aime bien, on le voit assez régulièrement, on voit souvent que c'est l'âme qui agit. Et c'est, et c'est vraiment une très belle définition qui est non pas simpliste, mais au contraire très ésotériquement très profonde, que c'est l'âme qui agit. Surtout quand on décide de, de choisir un chemin plutôt lumineux, plutôt de magie blanche. Voilà, on essaye vraiment de développer ses capacités intuitives pour travailler d'âme à âme. Voilà, parce que si la sorcière travaille avec son ego, ça peut donner des choses plus ou moins chaotiques et qui ne vont pas spécialement dans le sens du bien commun. Voilà. Or, je souhaite vraiment que répandre quelque part une magie qui soit spirituelle et donc qui aide au bien commun. Donc voilà, donc cette définition de l'âme qui agit. La magie, c'est donc pour faire agir son âme quelque part, il faut ce qu'on appelle en magie le don. Et ce don se développe par des pratiques spirituelles, par des pratiques dévotionnelles également. Voilà. Et on appelle ça aussi chez les Wiccans le don de la déesse. Voilà. Euh, et donc c'est très, comment expliquer? C'est un voyage en fait, la magie. Voilà, c'est vraiment un voyage à travers les mystères de la vie euh, pour mieux se comprendre soi, mieux comprendre les autres et avoir cet outil euh, quelque part de co-création avec l'énergie divine. Voilà, la magie, c'est vraiment apprendre à co-créer avec l'univers et développer le pouvoir du sacré en soi. Merci, merci beaucoup Cassandre. Avec plaisir. Euh, comme j'ai pu te le dire, on a déjà des inscriptions pour ce module euh, qui, je pense, risque de fortement être plus que plein. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, donc c'est 2 jours hein, au mois de janvier, qui est calé Mhm. sur une pleine lune qui est significative. Oui. Qu'est-ce qu'on va y apprendre, sachant que tu nous reçois à domicile en plus. Donc on va être dans une ambiance qui est totalement appropriée, c'est une véritable immersion. Qu'est-ce qu'on va y apprendre lors de ce module d'initiation en fait hein, à la magie? Initiation, c'est le terme parce que pour ceux qui le souhaiteront, justement, à l'issue de cette formation, au sein même de la formation, ça va se dérouler le samedi et le dimanche. Et donc le dimanche matin, voilà, pour ceux qui le souhaitent, il y aura vraiment une initiation rituelle. Voilà pour justement commencer à se mettre en contact avec le divin, avec les énergies, avec aussi toute ma lignée spirituelle, voilà, et ma lignée sorcière. Euh, voilà. Ce sera pas une initiation Wicca, voilà, parce que l'initiation Wicca et les rituels Wiccans sont vraiment des choses, voilà, autres et réservées à un tout autre cadre, voilà. Mais ce sera vraiment quelque chose de spirituellement très significatif, en tout cas. C'est vrai que
je suis vraiment extrêmement heureuse de pouvoir accueillir les gens à la maison, dans mon univers, parce que je pense effectivement que cette immersion va pouvoir un peu créer une énergie collective, ce qu'on appelle un égrégore aussi en magie, qui sera vraiment propice à l'éclosion de tout un tas de cadeaux, voilà, intérieurs, voilà, qui vont même pas spécialement dépendre de moi ou de mon enseignement finalement. Donc ça va être, le cadre va être vraiment important et j'espère très sympathique. Euh, Au programme, ce que je vous propose, c'est vraiment une initiation découverte, voilà, à la magie et vraiment poser des bases solides, voilà. Donc on va vraiment euh, découvrir ce qu'est l'esprit sorcier quelque part et comment le développer, car l'esprit sorcier, c'est vraiment comme le véhicule qui va nous permettre de voyager dans ce monde invisible, voilà, et de se mettre en contact avec des forces, les forces de la Lune, du Soleil, des différentes planètes également, mais aussi celles des cinq éléments, voilà, qu'on connaît bien en Ayurveda. Donc, à la limite, bah, ceux qui font déjà de l'Ayurveda, ce sera un vrai plus d'arriver avec toutes vos connaissances élémentales. On va se concentrer beaucoup plus sur la magie du feu, voilà, la magie des bougies, des chandelles, comment allumer une bougie euh, et comment communiquer avec cette bougie et surtout comment recevoir les messages d'une bougie. Voilà. Quand on allume une bougie de façon sorcière, on l'allume dans un certain espace-temps. Voilà, certains jours, pourquoi pas à certaines heures, à certains moments de l'année, suivant les phases de la lune. Voilà, on va utiliser aussi la magie des couleurs, une bougie blanche pour telles actions, une bougie noire pour d'autres actions. Voilà. Et le fait d'allumer une bougie en conscience sorcière selon un certain rituel, voilà, ce sont des choses très simples mais vraiment profondes et donc puissantes. Ça va nous permettre de recevoir en fait des messages de l'invisible parce qu'une bougie, ce n'est pas qu'une bougie pour une sorcière. Une bougie, c'est vraiment une porte qui est créée entre ce monde et le suivant. Mm. Voilà. Donc, suivant comment la bougie s'allume ou comment elle ne s'allume pas aussi parfois, euh, comment la bougie brûle, comment elle s'éteint, si elle se consume entièrement ou pas. Ça va être autant de messages euh, qui vont en fait traduire une énergie dans le monde invisible. Donc on va vraiment se concentrer principalement sur la magie du feu et des bougies. Il y aura aussi toute une partie sur la morale, sur l'éthique sorcière, voilà, sur les lois du pouvoir également. Qu'est-ce que c'est que développer le pouvoir en soi et qu'est-ce que c'est que de vouloir transformer les choses autour de nous? Ça demande une vraie responsabilisation, en fait. Et je pense que le chemin spirituel, c'est avant tout se responsabiliser, voilà, dans ses axes, ses pensées et ses émotions. Et c'est vrai que la magie nous aide à poser des intentions qui vont être au fur et à mesure de votre parcours de plus en plus claires, de plus en plus justes et de plus en plus alignées avec du coup votre dharma et donc le divin. Mm. On va aussi voir, je vais tricher un petit peu, je vais prendre mes notes. Je ne suis pas habituée à cet exercice, donc c'est vrai que alors, on va voir aussi, bien sûr, on va voir voilà, toutes les techniques de purification. Voilà, parce que ben, il n'y a pas de, comment dire, on ne pose aucun acte magique sans s'être préparé avant, donc physiquement, psychologiquement. Donc voilà, donc toutes les techniques de purification pour soi, mais aussi pour sa maison. Voilà, donc ça va être hyper intéressant d'avoir des tips en fait pour pouvoir assainir les habitats et également les protéger. Voilà, parce que si vous voulez, il y a un lien très subtil entre la protection et l'ancrage. Voilà, et donc on va un peu redéfinir ce lien-là et du coup vous apporter des moyens efficaces de vous protéger dans votre pratique de la magie, mais aussi au quotidien. Voilà. Voilà. Et pour finir, on va aussi voir un petit peu comment créer votre hôtel de pratique à la maison. Voilà. Formidable, formidable. Euh,
Donc, vous retrouverez donc Cassandre et vous pourrez la voir donc cet après-midi quand je vais mettre l'enregistrement Zoom sur la chaîne. Euh, une des raisons pour laquelle donc le cursus intuition est devenu plus important, déjà parce qu'on s'est rendu compte avec la pratique que réellement on formait clairement des médiums qui pouvaient en faire leur métier et des médiums qui ont une bienveillance, qui peuvent conseiller, qui ne sont pas juste là pour vous dire il y a ça qui va vous arriver, mais qui ont une conscience. Et c'est le terme que Cassandre a utilisé à plusieurs reprises puisque l'école s'appelle Ayurveda, effectivement, et conscience. Donc, l'objet, c'est d'utiliser pour le bien de soi-même et des autres ce qu'on va enseigner. Donc, merci de comprendre tout ce qui est expliqué dans ce contexte-là. Et également, je dois énormément remercier Cassandre parce qu'il se trouve que c'est quelque chose que je dis extrêmement peu pour les mêmes raisons que Cassandre, mais j'ai moi-même été initiée à la magie il y a une quinzaine d'années. J'ai étudié pendant 6 ans auprès d'une personne et il se trouve qu'on a très peu les autorisations pour enseigner. C'est un milieu extrêmement confidentiel. Donc, voilà, le fait que Cassandre se mette à disposition pour vous initier est réellement un trésor en tant que tel, d'accéder à des connaissances, des dimensions et aussi une conscience qui est très peu accessible encore aujourd'hui. Donc, Cassandre, merci mille fois. Bon. Euh, Ça va être absolument extraordinaire, ce module. Euh, et ben, écoute, très bel été. Merci encore pour ton partage. Merci Et à moi, j'ai vraiment hâte, et il y a plein de personnes qui ont hâte. Et peut-être que là-haut, ils ont peut-être hâte aussi. vous. Ah, absolument pas. Merci pour tout, en tout cas. Merci. Merci. Si jamais, avant que Cassandre parte, vous avez des questions pour elle, euh, mais je crois qu'ils ont envie d'avoir des réponses aux questions qui ont été posées en ligne. Donc, il faut que je passe aux questions du YouTube Live. Un grand merci encore. Vivement de te revoir sur nos réseaux et à très bientôt. Donc, c'est le module du mois de janvier du cursus Intuition. Merci beaucoup, Joyce. Au Merci. revoir. Bonne Au journée à revoir. tous. Alors, euh, voilà, j'étais vraiment ravie de vous la présenter. Cassandre est une ancienne élève d'Ayurveda et Conscience qui a étudié pendant près de 3 ans l'Ayurveda, qui a aussi fait le cursus Intuition. Et tout de suite, j'ai senti qu'elle avait quelque chose de spécial, puisque même si on ne dit rien, parfois on se reconnaît quand même dans ce petit milieu-là. Voilà, maintenant on va passer donc à vos questions. Alors, la question que j'avais, et je vais dire bonjour à tout le monde. Alors, bon, donc Didier, j'ai dit bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Nastil, bonjour Céline, bonjour Marie-Christine, bonjour Cécile, bonjour Isabelle et bonjour Aurélie. Alors, les questions. Hop. Est-ce que le Jyotish peut être lié à la médiumnité ou relève de pratiques différentes en tout point? Est-ce que le Jyotish peut être lié à la médiumnité ou relève de pratiques différentes en tout point? Merci. C'est une question qu'on avait déjà posée lors du YouTube Live. Euh, un Jyotish, donc un Jyotish, c'est la lumière. C'est quelqu'un qui apporte la lumière à travers un thème. Donc, il utilise forcément son intuition. Euh, En fait, la charte qui est utilisée, que l'astrologue védique ou Jyotishi va sortir, sert de support. Mais ensuite, il doit l'interpréter. Et il va l'interpréter à la lumière, c'est le cas de le dire, de son intuition. En fait, il ne suffit pas seulement de lire les planètes et de faire des calculs pour faire du Jyotish. Il faut utiliser également son intuition. C'est pour ça que pendant quelque temps, je me suis posé la question aussi d'introduire du Jyotish dans le cursus intuition, mais ça fait des cursus beaucoup trop denses, beaucoup trop longs. Et j'essaie de faire en sorte que tous nos cursus soient relativement digestes et d'enseigner l'essentiel. Et donc, tout ce qui fait un bon Jyotish, c'est non seulement toutes ses capacités, parce que c'est une connaissance extrêmement
profonde, c'est aussi profond que l'Ayurveda. Et l'Ayurveda, il faut des années, des années, des années, des années. Même chose pour un Jyotishi. Et en même temps, il faut avoir développé son intuition. Donc, de ce fait-là, il y a clairement un pont direct entre le Jyotishi et la médiumnité. D'ailleurs, c'est assez, entre guillemets, marrant. Souvent, les personnes qui viennent me voir en médiumnité, avant ou après, on voit des Jyotishi, donc des astrologues védiques, et en général, on dit la même chose. On n'est pas passé par le même chemin, mais on a dit la même chose, et dans quasiment tous les cas, on est d'accord avec ce qu'on perçoit de la situation et ce qu'on conseille. Euh, donc, nous, notre Jyotishi s'appelle Justine Savitri. Il faut savoir que elle va enseigner maintenant les premières années du cursus de praticien en médecine traditionnelle ayurvédique. Donc, dès la première année, nos étudiants en médecine ayurvédique vont non seulement apprendre toutes les bases de l'ayurveda, mais vont aussi avoir un module de Jyotish pour les aider à avoir cette dimension-là dans leur pratique. Et elle propose, avec Ayurveda Conscience, un module d'introduction et un cursus entier pour se former au Jyotishi. Donc voilà pour répondre à votre question. Euh, Bonjour, j'aimerais me faire percer le nez du côté gauche. Il me semble que c'est préconisé de ce côté en Ayurveda pour augmenter la valeur ou bénéfice de celui-ci en perçant un endroit précis. Merci. Alors, euh, il se trouve que c'est pas du tout connu, mais l'Ayurveda effectivement inclut de l'acupuncture. Euh, et c'est très très peu connu. Donc, alors, on ne met pas des aiguilles sur tout le corps, hein. La plupart du temps, on va cibler un centre énergétique, ce qu'on appelle des nadis. Par exemple, quand j'avais un léger acouphène, je suis allée voir un spécialiste à l'hôpital avec lequel on est en partenariat, donc qui est Bharati Vidyapeth, d'ailleurs, qui vient d'être élue la meilleure université d'Ayurveda en Inde. Et on organise des voyages là-bas. Donc, je vais voir un spécialiste en maladie ORL, ayurvédique. Et en fait, il m'a piqué ici. Et directement, j'ai vu l'impact sur mon esprit. Donc, l'acupuncture existe, mais elle est pratiquée de manière très confidentielle au final et elle n'est pas trop diffusée. Donc, et aussi, effectivement, en Ayurveda, il est parfois recommandé de percer certaines parties du corps pour certaines personnes parce que ça va effectivement leur apporter des bénéfices. Alors, on n'est pas sur du piercing à tout va. Il faut savoir que quand on perce le corps, si on ne le fait pas avec une connaissance précise, vous risquez des désagréments physiologiques et surtout énergétiques parce que vous pouvez clairement avoir des fuites d'énergie suite à ça. Donc, ça ne se fait pas n'importe comment, hein. Donc, par exemple, en Ayurveda, il est conseillé de se percer les oreilles. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça même chez les enfants très tôt. Et c'est particulièrement recommandé chez les filles parce que ça équilibre leur mental, notamment. Et en fait, ça permet d'évacuer de l'émotionnel. Et c'est particulièrement recommandé pour les femmes. Et donc, pas nécessairement à visée esthétique, mais à visée énergétique et psycho-émotionnelle, en fait. Donc, si vous voulez effectivement vous percer une partie du corps, donc à ma connaissance, il n'y a que les oreilles et peut-être le nez. Donc il n'y a pas le nombril, la langue ou ce genre de choses-là. Il serait bien que vous consultiez un médecin ayurvédique qui soit spécialisé en acupuncture. Donc ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, ça. Donc effectivement, nous, on en a un à Bharati Vidyapeth. Euh, et on organise un voyage en Inde, là-bas, au mois de février de l'année prochaine, en 2026. Donc, pour répondre à votre question, oui, effectivement. En revanche, pour le nez, je n'ai pas vu les références de textes classiques disant les propriétés, mais il est vrai que dans la culture hindouiste, beaucoup de leurs pratiques sont fondées sur de l'énergétique, c'est-à-dire que le fait de se percer les oreilles, il y a une raison. C'est pas juste esthétique. Le fait de se percer le nez aussi ou le fait de mettre un bindi, ça, c'est censé stimuler la glande pinéale aussi. Donc tout ça, il y a toujours des buts. Donc oui, tout à fait, mais si vous faites ça, il faut quelqu'un qui ait réellement les connaissances parce qu'il faut trouver le point précis.
Par exemple, moi, suite à ça, je me suis refait percer les oreilles parce que je considérais que pendant un bon bout de temps, le fait d'avoir les oreilles percées était une fuite d'énergie. Je n'avais pas connaissance de ça. Donc, je me suis fait refait percer les oreilles, mais pas correctement par quelqu'un qui était spécialisé. Et du coup, effectivement, ça m'occasionne, par exemple, des kystes dans les oreilles qui auraient clairement pu être évités. Et c'est ce spécialiste-là qui m'a expliqué pourquoi. Parce que je ne suis pas sur le bon point. Donc voilà, donc ne faites pas ça n'importe comment. Comme pour tout, parfois il faut des connaissances très, très précises. Euh, Bonjour Joseph. Ensuite, bonjour, comment s'y retrouver dans la qualité des produits ayurvédiques et marques en Inde à acheter sur place en Inde? Par exemple, la marque Himalaya est-elle fiable? Merci. Alors, la marque Himalaya, c'est une marque très fiable. Elle est vendue dans le monde entier. J'avais rencontré lors d'un séminaire à Londres son PDG. Donc, c'est clairement des personnes qui ont des valeurs. C'est vraiment une bonne marque, il n'y a aucun doute là-dessus. En Inde, on trouve ça au supermarché, dans toutes les pharmacies, c'est partout. C'est vraiment la grande marque de consommation courante de produits ayurvédiques. Donc, vraiment, je vous la recommande, la marque Himalaya. D'ailleurs, on était assez déçus à une époque de ne pouvoir importer que très peu des produits de cette marque-là, parce qu'il y a vraiment des produits qui ont un impact thérapeutique très intéressant. Mais autre marque que on utilise, parce qu'en fait, pour moi, la référence, c'est qu'est-ce qu'on utilise dans un hôpital ou dans une clinique ayurvédique, en fait, hein. Parce que là, il faut soigner les gens, hein. Quand je dis faut soigner les gens en Ayurveda en Inde, ça ressemble à un hôpital français, hein. Donc, on a des personnes qui sont au service d'urgence, des personnes extrêmement malades, des personnes dont il faut sauver la vie, des personnes qui viennent juste pour des consultations, etc. Donc là, on n'est pas sur du cosmétique ou quelque chose de il faut que ça marche. Donc, les deux marques qui sont couramment utilisées, donc Himalaya, c'est plus pour le grand public. Nous, on utilisait particulièrement deux marques, une qui s'appelle Bedianat. Et j'appréciais beaucoup cette marque, notamment sur leur Trifalagi pour soigner les personnes qui ont de la rétinopathie à cause du diabète, par exemple. Donc, pour soigner les yeux, je trouvais que cette marque avait un impact, était vraiment la meilleure. Euh, la grande marque de référence, c'est Arya Vedya Shala Kotakal, qui est du sud de l'Inde et sur lesquels ils font clairement les meilleurs produits. Et c'est diffusé partout en Inde et c'est ce qu'on va retrouver de manière en référence dans tous les hôpitaux et dans les cliniques ayurvédiques. Donc, je vous conseille donc ces trois marques-là, Himalaya, Bedianat, Arya Vedya Shala Kotakal. Donc, voilà, là-dessus, il n'y a aucun. Voilà, ce sont vraiment des marques reconnues et employées depuis des dizaines d'années sur lesquelles vous aurez les meilleurs effets thérapeutiques. Ensuite, bonjour, comment réduire l'envie d'aller aux toilettes avant de se coucher? Je pense que c'est dû au stress. Je peux parfois y aller 3, 4 fois de suite avant de pouvoir m'endormir sereinement. Merci. Dans l'énoncé que j'ai, la raison du fait d'aller aux toilettes est suggérée, le stress, mais elle n'est pas forcément très claire. Euh, donc, si effectivement c'est lié au stress, prendre de la brahmi, ce serait bien pour effectivement calmer le stress. Et on va limiter la prise de liquide après 18 heures pour éviter que le corps ait matière à aller aux toilettes. Comme il faut, si effectivement c'est lié au stress, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un problème de système nerveux central. Euh, le système sympathique est beaucoup trop actif, donc on va le calmer en faisant des gouttes dans le nez, donc 4 gouttes dans chaque narine de ghee quotidiennement, le soir avant de se coucher par exemple, pour calmer le système nerveux central. Ensuite, encore une fois, pour calmer hein, ce stress, on va faire un massage des pieds à l'huile de coco ou à l'huile de sésame. Ça va dépendre des saisons. Là, actuellement, vu la chaleur, il faut éviter l'utilisation d'huile de sésame au profit de l'huile de coco jusqu'à l'automne. Si autrement, il est possible aussi que ce soit une sorte de cystite. Si c'est une sorte de cystite, on peut prendre Chandra Prabhavati
D'ailleurs, je vais vous donner les noms des Bédianates. Bédianates, ça c'est le nom, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Arya Vediachala. Arya, des fois les noms sanskrit, c'est quand même pas évident. Vediachala. Donc, Chandra Prabhavati, ça c'est pour soigner la cystite, CIF, Chandra Prabhavati. Par contre, ça va être un diurétique, hein, donc c'est seulement à utiliser s'il y a une cystite. Moi, dès que de temps en temps, à cause de notamment de la charge de travail, et je fais beaucoup d'activités physiques aussi, je peux avoir des débuts de signes de cystite. Je prends ça, je sais que c'est réglé, quoi. J'ai pas besoin de m'en occuper. Dès les premiers signes Chandra Prabhavati, j'en ai toujours chez moi. Notamment, mais il y a plein d'applications à Chandra Prabhavati. Vous pouvez aussi prendre du bois de santal ou encore du shilajit qui est très bien pour les problèmes urinaires. Et enfin, bien sûr, bon, c'est valable pour les hommes, mais rappelons que lorsque on doit aller plusieurs fois aux toilettes, particulièrement le soir, il y a un risque de gonflement de la prostate, souvent lié à l'âge. Il faut aussi voir comme hypothèse. Donc, si je récapitule, dans les hypothèses juste comme ça que je pourrais avoir, et elles sont absolument pas exhaustives, effectivement, ça peut être lié à du stress, à une prise excessive de liquide, à une sorte de cystite, hein. Il n'existe pas que les cystites bactériennes, il y a aussi des cystites interstitielles où il n'y a pas d'infection en tant que telle. Gros gonflement de la prostate. Mais il me semble que la question m'est posée par une femme, donc ceci est très très peu probable. Voilà pour cette question. Bonjour, j'aimerais savoir que dit l'Ayurveda sur les ados ou jeunes adultes qui se font des scarifications. J'en vois de plus en plus qui se font ça, des coupures sur les bras ou les chevilles avec un cutter dans un état de dépression. Comment les accompagner? Avec quel traitement? Merci pour votre éclairage. Alors, c'est effectivement quelque chose dont j'ai déjà parlé en cours avec des élèves. On discutait de ça. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Tout d'abord, donc là, en Ayurveda, on considère que l'esprit qui dirige notre vie, nos décisions et nos actions a trois qualités. Celle d'être sattvique, lumineuse, rajasique, c'est-à-dire perturbée, dispersée, passionnée, et tamasique, dans l'ignorance, dans l'autodestruction, dans la maltraitance. Donc clairement, on a ici une qualité tamasique qui s'est apposée sur l'esprit. Euh, donc effectivement, cette pratique, on en parle. Et je pense que rien que le fait d'en parler, il faut faire attention, puisque plus on en parle, plus ça peut se propager aussi. Euh, donc, clairement, c'est ce qui arrive lorsqu'il y a un conditionnement de groupe. Et ça, c'est valable pour nos adolescents et c'est valable pour tout le monde, qui est que lorsqu'un individu, il, lorsqu'il est dans un groupe et qu'on lui répète que les choses fonctionnent d'une certaine manière, tôt ou tard, et suivant la force de son esprit, il va finir par gober ce qu'on lui dit. Ça s'appelle du conditionnement. Donc, nos adolescents, effectivement, déjà sont dans une période de découverte d'eux-mêmes, de découverte surtout de leurs limites. Donc, rappelons que si cette génération-là a choisi ça comme but d'extériorisation, chaque génération a eu aussi les siennes. Et à chaque fois, la génération d'avant s'inquiétait pour ce que faisait la génération d'après. Donc, on a un phénomène ici répétitif sur lequel je pense qu'il faut qu'on se calme sur la gravité, bien qu'effectivement, c'est loin d'être une pratique qui soit saine. Si en Ayurveda, je devais traiter ça, on a ici une pratique qui est clairement toxique pour l'individu. Et ceci clairement sous un fonctionnement de conditionnement de groupe. Et c'est pour ça que je dis il faut faire attention dans ce qu'on propage, puisque je pense que plus on va parler de ça, plus des adolescents vont se dire ah bah tiens, pourquoi j'essaierais pas? Euh,
Donc, euh, quand on doit se débarrasser de quelque chose de toxique qui appartient au mental, on va choisir notamment un mantra. Un mantra, c'est une phrase ou plusieurs phrases qu'on répète pour conditionner correctement l'esprit. Là, on va choisir un mantra à Kali, la déesse de la destruction, qui permet d'évacuer tout ce qui est négatif dans l'environnement d'un individu. Ce sont des mantras qui marchent très vite, qui sont très forts et qui vont couper l'individu de ce qui l'intoxique, de situations, de personnes ou d'habitudes qui l'intoxiquent. Et ceci de manière très rapide. Donc, si c'était mon adolescent, euh, je pense que je lui donnerai un mantra à Kali à dire pour encore que mon action puisse être entendue. Euh, Ensuite, clairement aussi, il faut quand même voir que l'individu aujourd'hui, particulièrement dans la société française, grandit sans perspective spirituelle. Et ça, à raison de ce manque de perspective spirituelle, euh, eh bien, il y a des protections psychologiques que nous n'avons plus, euh, puisque un des buts de la spiritualité, c'est de donner des valeurs d'abord, et ensuite de structurer l'individu et particulièrement son mental. Donc, dans de tels cas, il est clairement conseillé de mettre en place une pratique spirituelle. Alors, pratique spirituelle, c'est pas forcément aller prier à l'église. Ça peut en faire partie, mais c'est loin d'être exhaustif aussi. Ça peut être tout simplement de la méditation, faire des exercices de pranayama, de respiration. Ça peut être effectivement toutes sortes de prières. Mais cette dimension-là, très clairement, la société française en a énormément besoin. Et il y a une vraie souffrance qui est installée du fait que nous n'avons plus de dimension spirituelle dont nous avons crucialement besoin. Et une des répercussions peut être ce genre de comportement-là, qui n'a en soi pas de sens, mais de toute façon, si la vie n'a pas de sens, alors on peut faire plein de choses qui n'en ont pas non plus de sens. Euh, voilà. Et c'est pour ça encore que je dis, faisons attention à ne pas trop diffuser ça, et parce que il y a derrière ce type de comportement une volonté d'exister. Donc, si on donne trop d'importance à ça, on va confirmer que le fait de se scarifier donne de l'importance. Et ça, l'inconscient est tout à fait en capacité à le percevoir. Donc, je pense qu'il serait sain de minimiser ça et de mettre en place éventuellement des choses dont j'ai parlé, et d'accueillir ça avec beaucoup de bienveillance et de demander à notre adolescent, mais pourquoi tu fais ça? Tu as un seul corps, tu te fais du mal, pourquoi? Et c'est clairement un manque d'amour de soi-même. Donc, essayer d'accueillir ça avec bienveillance. Ça me semble un antidote plus efficace que peut-être la répression. Après, à chaque parent, ses outils. Alors, c'est pour une guidance. Je suis en accident de travail. Comment va se terminer la procédure et mon contrat avec l'entreprise? Cet accident m'impacte beaucoup plus que je l'imagine. La diffusion de ma déclaration d'accident de travail était diffusée aux salariés. Et donc, c'est Christelle qui pose la question. Euh, comment ça va se passer? Quand on a ce type de situation, donc là, on a quelqu'un qui a un accident de travail. Euh, le mauvais réflexe, selon moi, hein, le mauvais réflexe, c'est de se retourner contre l'environnement. C'est-à-dire, c'est la faute du travail, c'est la faute de mes supérieurs, c'est pas de bol, etc. Alors, qu'au début, on réagisse comme ça, c'est normal, on va évacuer de l'émotionnel, c'est humain, et voire c'est même sain d'évacuer. Bon, mais le tout, c'est de ne pas y croire. La question, il me semble pertinente à se poser, c'est qu'est-ce que je veux me dire à travers ça? C'est-à-dire que l'accident de travail, c'est moi qui l'ai eu. Donc, j'ai été au mauvais endroit au mauvais moment comme par hasard. Pourquoi? Et là, au lieu d'avoir quelque chose qui
est douloureux, pénible, avec des conséquences pas forcément sympathiques, on a une perspective d'évolution, une perspective qui est beaucoup plus juste sur ce qui arrive, plutôt que d'avoir un truc qui, voilà, ça te tombe dessus, bah, pas de bol, hein. Et ça, c'est valable pour tout ce genre de choses qui nous arrivent. Lorsqu'on a fini d'évacuer l'émotionnel, le mieux est encore de se poser, qu'est-ce que je veux me dire à travers ça? Et dans ce questionnement-là, vous allez trouver beaucoup de réponses qui vont non seulement faire sens et vont être les graines de croissance pour vous, au lieu de vous évertuer à porter les autres responsables de choses que vous avez en fait, excusez-moi, ça va faire mal quand je vais le dire, que vous avez en fait décidé inconsciemment. Alors bien sûr, hein, dans certains cas, le fait de s'en prendre à certaines conditions, c'est une manière aussi de restaurer le respect de soi, des conséquences, etc. Donc, c'est pas non plus de... Il faut avoir une vision équilibrée de tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est de tout le temps rejeter la faute à l'extérieur et stérile, en fait. C'est pas une question de si c'est bien, pas bien, c'est juste stérile pour son évolution et pouvoir grandir à travers des choses difficiles qui nous sont données. En l'occurrence, dans votre cas, euh, ça va aller pour vous financièrement suite à cet accident. Mais cette situation risque de vous rendre malheureuse et je vous déconseille de vous en prendre aux personnes responsables parce que je ne pense pas que, enfin, c'est pas que je pense pas, vous m'avez posé la question donc j'ai regardé, hein. Je ne pense pas que vous ayez gain de cause si vous voulez des dommages et intérêts. Je pense que sûrement votre salaire vous sera versé, mais je pense que vous allez perdre votre temps à demander des dommages et intérêts sur ce, voilà, s'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pour ça que je vous ai proposé cette piste de réflexion pour que vous preniez le meilleur de ce qui vous arrive et que ça devienne une opportunité, une porte ouverte au lieu de se prendre à un mur en fait. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Bonjour Evie. Alors, qu'est-ce qu'on a après comme question? Quels sont les bienfaits du ghee? En voilà une bonne question. Quels sont les bienfaits du ghee pour le corps, pour la peau? Merci. Alors, le ghee, c'est la substance la plus valorisée en Ayurveda. C'est la meilleure substance grasse. On dit qu'elle possède 1000 potentiels de guérison, 1000 effets et qu'elle peut servir de base à 1000 préparations. C'est-à-dire que le ghee est utilisé ensuite pour conserver et potentialiser des plantes à l'intérieur. On appelle ça des ghee médicalisés. Donc le ghee, ça diminue Vata et Pitta, mais ça augmente Kapha, ça augmente la graisse, mais ça augmente aussi la fertilité et ça augmente Agni, la capacité digestive. Donc il y a quand même beaucoup d'aspects intéressants. On dit aussi que ça augmente l'espérance de vie, que ça augmente Ojas. Ojas, c'est la réserve de vitalité qui permet à l'individu de se protéger psychiquement et physiquement des maladies et de tout ce qui est... Bon, bref, on va se calmer sur l'ésotérique pour aujourd'hui. Je crois que vous avez eu votre dose. Euh, Ensuite, c'est fébrifuge. Donc, quand on a de la fièvre, c'est une très bonne idée de prendre du ghee en interne. Pour récupérer après un accident, une opération, c'est un excellent cicatrisant en interne et en externe sur la peau. On l'utilise donc en Asia, ce que j'ai déjà mentionné dans ce YouTube Live. Donc, on met 4 gouttes dans chaque narine quotidiennement le soir avant de se coucher, par exemple. Et ça va augmenter votre compréhension, votre intelligence, donc votre capacité d'analyse, de logique, votre mémoire, et on dit que ça enlève le mauvais karma. Donc voilà pour une brève présentation du ghee. Euh, et il y a un ghee qui est excellent pour la peau, qui est un ghee qui a été refait 100 fois et qui est un excellent, c'est un des meilleurs hydratants pour la peau. On enseigne ça au module beauté qui est en première année avec le docteur Priyajen. Voilà pour le ghee en quelques mots, parce qu'on pourrait y passer tout le YouTube Live sur le ghee. Informations concernant l'épilepsie et plus particulièrement les spasmes infantiles. Alors, l'épilepsie est une maladie très connue de l'Ayurveda. Euh, donc, c'est une maladie qu'on appelle apasmara. Apasmara, ça veut dire absence de mémoire. Donc,
ça se réfère aux moments d'inconscience qui sont propres à l'épilepsie, qui peuvent, donc l'épilepsie, on a ce qu'on appelle le petit mal et le grand mal. Donc ça dépend comment la crise va se manifester. Et ça peut simplement commencer par des absences. Par exemple, on voit ça hein, chez les élèves en classe, parfois il y a des absences. Donc ça peut juste commencer par une absence et en même temps, de l'extérieur, on voit que la personne, par exemple, cligne pas des yeux, a l'air d'être complètement figée. Ça peut être tout simplement une toute petite crise d'épilepsie. Ensuite, la personne peut être complètement tétanisée, peut plus bouger pendant un certain temps. Et la grande crise, c'est quand la personne se roule par terre, donc tombe par terre, peut casser des choses autour d'elle. Donc c'est assez dangereux, surtout pour elle. Et elle finit par rester inconsciente sur le sol. Donc ça, c'est ce qui est le plus connu et qui est le plus spectaculaire. Et donc, l'Ayurveda fait référence dans tous les cas à l'absence de conscience qu'il y a lorsque la crise se déroule. C'est une maladie qui est classifiée dans les maladies de Vata, qui est à la fois une maladie physique et à la fois une maladie considérée comme psychologique. Donc, une maladie en fait neurologique avec une dimension psychologique quand même qui est assez importante. Donc, nous, en Ayurveda, on va chercher à nourrir le cerveau donc, on va donner des plantes qui sont ce qu'on appelle médias. C'est un terme technique. Une plante média, c'est celle qui va augmenter une médha qui signifie l'intelligence, en fait. Donc, là-dedans, vous pouvez prendre de la ashwagandha, de la brahmi et Fernacea à nouveau avec du ghee tous les jours. Voilà, c'est en quelques mots l'épilepsie. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Et sur la dimension psychologique, la plupart du temps, la personne, en fait, combat ce qu'elle perçoit comme un ennemi imaginaire. Donc, euh, donc voilà, après, il faut voir de quel ennemi on parle et puis traiter ça aussi en psychologie. Voilà pour cette question. Ensuite, où sont mes questions? Elles sont là. Bonjour Joyce, me voyez-vous déménager de Londres vers un autre pays bientôt? C'est Atina qui pose la question. Alors, on vous a parlé du cursus intuition, comme c'est le thème. Euh, je vais vous donner la réponse et je vais vous dire quelle technique j'ai utilisée. Après, j'ai confirmé parce que je double-check toutes mes informations. Donc, la réponse, c'est non. Vous n'allez pas bouger bientôt. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une technique hyper simple qu'on enseigne à nouveau dans ce cursus intuition, que j'enseigne en l'occurrence. Quand vous avez une question, en fait, l'individu se croit séparé du monde extérieur. Genre, il y a nous et puis il y a le monde extérieur et on n'a rien à voir. Voilà, les deux n'ont rien à voir. En l'occurrence, c'est complètement erroné. Euh, Tout est fait un seul, une seule chose. Et donc, quand vous posez une question, l'environnement extérieur ne peut pas faire autre chose que d'y répondre. Donc, l'environnement extérieur, lorsque vous posez la question à Tina sur est-ce que vous allez partir de Londres ou pas, ce que vous faites, c'est que vous restez en silence, vous posez la question et vous attendez que l'environnement extérieur réponde. Et clairement, quand j'ai posé cette question, il y a eu un silence absolu qui s'est installé. Et par contre, j'ai une autre information qui est, je pense que vous serez trop occupé par du travail ou trop occupé à faire quelque chose de cet ordre-là. Donc, en fait, quand vous voulez la réponse à quelque chose, alors ça, c'est l'utilisation du son. Là, j'ai utilisé la technique du son, c'est-à-dire je regardais qu'est-ce que l'univers me dit sur ce sujet-là. Et il n'a rien dit. Il y a eu un silence absolu. Donc la réponse est non. Sinon, j'aurais peut-être entendu quelqu'un bouger ou j'aurais quelque chose qui est en lien avec le mouvement. Mais il y avait un calme absolu, ce qui répond clairement non. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser. Sur n'importe quelle question, l'environnement ne peut pas faire autre chose que de vous répondre. Souvent, le mental n'est pas en capacité à percevoir ça et en plus, comme il se croit totalement déconnecté du monde extérieur, il ne voit vraiment pas comment l'environnement extérieur aurait une réponse à une question. Mais ça, on revient au principe de base que si tout est un, alors tout va répondre à votre question. Et si ça se trouve, bref, non, je vais me calmer là parce que là, je vais en perdre. Donc voilà, donc vous pouvez vous-même poser cette question et voir qu'est-ce que vous percevez à ce moment-là. Ensuite,
Bonjour, que faire contre l'ostéoporose? Merci pour vos conseils. Alors, l'ostéoporose, vous pouvez mettre de l'huile de sésame tous les jours sur le corps avant la douche. Ensuite, vous pouvez prendre de la shatavari en interne. La posologie est de 6 grammes pour 70 kilos, donc il faut faire un ratio. On ne prend jamais plus de 6 grammes par jour. Vous pouvez prendre de la chalaki, qui est un très bon reconstituant osseux, même posologie, ou encore de la coquille d'œuf que vous allez tremper dans du jus de citron vert toute la nuit et ensuite filtrer et boire seulement le jus le matin. Vous faites ça pendant plusieurs semaines où vous faites ça de manière régulière parce qu'il ne faut pas non plus donner trop de calcium au corps, sinon ça peut créer des kystes. Et enfin, il vous est conseillé de manger des oléagineux. Donc les oléagineux, c'est tout ce qui est la famille des noix, les noisettes, les amandes, etc. Dans la famille des oléagineux, je vous conseillerais en particulier les amandes, qui est de tous les oléagineux celui qui est le plus équilibré pour le corps. Voilà pour votre question. Bonjour, est-il possible que des profils Vata ou Pitta soient en surpoids? Si oui, comment? Alors, oui, tout à fait. Donc, le surpoids, c'est un déséquilibre. Euh, donc, c'est un déséquilibre en Ayurveda, on appelle ça une vikruti. Là, vous me parlez de profil, ou autrement, donc profil ayurvédique, autrement appelé constitution de naissance, ou le nom sanskrit, c'est prakriti. Donc, quand on a une prakriti Vata, Pitta ou Kapha, on a certaines tendances dans notre corps. Il est vrai qu'une personne Vata ou Pitta n'a normalement pas génétiquement une tendance à prendre du poids, voire plutôt l'inverse. Ou peut-être les personnes Pitta souffrent quand il y a vraiment du stress, mais normalement, ce n'est pas vraiment comment leur gène fonctionne. Mais néanmoins, ce n'est pas parce que ce n'est pas une tendance que ces personnes-là ne peuvent pas prendre de poids. Donc, ça peut être très bien un déséquilibre qui s'installe. Ils ont juste moins tendance à, mais ça peut aussi clairement leur arriver. Donc, normalement, le surpoids est une problématique qu'on rencontre de manière fréquente chez les personnes qui sont de profil kappa. Voilà pour votre question. Et je vais répondre aux questions des personnes qui sont en ligne. Oui, donc le YouTube Live a été décalé d'une semaine. C'est vrai que c'est août. Donc, il y a eu moins de questions que d'habitude et j'ai besoin de questions pour faire le YouTube Live. Après, je pourrais créer moi-même des questions, mais du coup, c'est quand même mieux quand c'est les vôtres. L'idée, c'est de pouvoir aider. Euh, Alors, bonjour Joyce, merci pour tous vos lives. Que conseillez-vous pour l'hyperthyroïdie, maladie de base d'eau? Alors, l'hyperthyroïdie, c'est une maladie de Vata et Pitta. Donc, je vous conseillerais de prendre l'hyperthyroïdie. Vous pouvez prendre une décoction de Dashamula, qui est un régulateur endocrinien qui peut être intéressant. Vous pouvez prendre de la Shatavari aussi, de la Guduchi. Pour l'hyperthyroïdie, est-ce qu'il y a d'autres choses? Je pense que des fois, j'utilise Chandraprabhavati aussi, dont j'ai parlé. Euh, Faire Nasya, donc toujours, c'est le thème. Faire Nasya avec 4 gouttes de ghee aussi. Voilà, normalement, franchement, je trouve l'hyperthyroïdie plus facile à soigner que l'hypo. Mais c'est normal parce que l'hyperthyroïdie, c'est une maladie de Vata-Pitta. Donc, toutes les maladies Vata-Pitta, on a des résultats plus rapidement. Quand c'est une maladie de Kapha, ce qui est le cas de l'hypothyroïdie, c'est une maladie de Kapha. Du coup, tout ce qui est maladie de Kapha, il faut prendre son mal en patience. C'est le cas de le dire. Donc, ça, c'est pas trop un souci de soigner ça. Pouvez-vous m'expliquer l'accomplissement de soi? Comment l'Ayurveda nomme l'accomplissement? Merci. L'accomplissement de soi, c'est quand il n'y a plus de petit soi et il y a un grand soi avec un S majuscule. Autant dire que très peu de personnes parviennent à cet épanouissement-là. Déjà, ce qui nous est demandé, et déjà c'est pas mal, c'est de remplir ce qu'on nomme Dharma, Artha et Kama. Dharma a été mentionné d'ailleurs par Cassandre tout à l'heure. Donc en français, ça donne quoi? Ça donne se mettre dans un environnement qui est en phase avec la qualité qu'on a et les tendances qu'on a.
Et ces tendances se manifestent naturellement. Il y a des personnes qui ont plus tendance à ci, à ça. Et en général, les personnes extérieures viennent vous solliciter pour les qualités que vous avez. Donc, c'est se mettre dans un environnement professionnel, familial, etc., qui correspondent en gros à qui vous êtes. Et on a appelé ça le chemin de vie pour simplifier, mais global. Mais en fait, c'est ça. Se mettre, c'est réussir à se mettre et créer un environnement en phase avec qui on est. C'est la première chose. Ensuite, réussir à avoir les ressources dont on a besoin pour pouvoir rester dans cet environnement et avoir toutes les ressources nécessaires. Ça peut être des ressources affectives, matérielles, financières, des ressources en termes de connaissances. Souvent, Artha, ça parle beaucoup d'argent. Et enfin, Kama, c'est avoir de la satisfaction à qui l'on est et à ce que l'on fait. Qui, par exemple, en cas de dépression, Kama dans les chaussettes. Donc déjà, on appelle ça les trois piliers. Si déjà on a atteint ça, on peut déjà être content. C'est pas une finalité en soi, mais déjà on peut être content parce que pour arriver à l'accomplissement de soi, c'est réaliser la partie divine que chacun de nous a à l'intérieur de lui. Et ça, c'est pas une mince affaire, c'est un boulot phénoménal. Et surtout, la tendance de l'être humain, c'est lorsqu'il est sorti de la survie et qu'il a une vie qui est agréable, en général, il s'arrête là. Pour lui, son évolution s'arrête là. Pour l'Ayurveda, c'est là où la personne est éligible pour le vrai épanouissement. Mais très peu de personnes voilà, marchent sur ce chemin-là et surtout atteignent la destination. Euh, ensuite, bonjour, merci pour votre live. J'ai une question médiumnité. Je souhaiterais offrir des soins ayurvédiques. Est-ce que ça fait sens avec mon chemin de vie? Vous souhaitez offrir des soins ayurvédiques. Est-ce que ça fait sens avec votre chemin de vie? Ah, vous voulez peut-être dire faire vous-même plutôt que d'en offrir à d'autres personnes. C'est pas tout à fait clair. Euh, bof. En par exemple, en offrir, je ne sais pas, aux personnes de votre famille, ponctuellement, pourquoi pas, pour faire découvrir. Euh, euh, mais pour en faire vous, ça n'arrive pas à se coller à votre nom, en fait. Euh, J'ai l'impression que peut-être le domaine du soin est bien pour vous, mais SAP spécifiquement, ça arrête pas de, l'Ayurveda n'arrête pas de s'éloigner de vous en fait quand on essaie de le rapprocher. Donc il y a une dissonance avec vous. Je pense que vous avez quelque chose avec le soin, la thérapie, peut-être l'intuition, quelque chose comme ça, mais l'Ayurveda arrête pas de s'éloigner en fait quand je la pose sur vous. Donc, j'ai pas l'impression que ça résonne vraiment, vraiment. Donc, je pense que ça peut être un intérêt, mais voilà, de ce que je vois rapidement, hein. Euh, alors, bonjour Joyce, je ne m'en sors pas pour trouver des solutions aux remises en question nécessaires pour me sentir bien et épanouie. Pouvez-vous m'aider à trouver des solutions concrètes? Euh, j'ai deux choses qui viennent. C'est une phrase qu'on a l'habitude de dire dans les sciences védiques, qui est, si tu ne sais pas par où commencer, alors commence quelque part, n'importe où. Commence n'importe où. Le chemin se fera à partir de ça. Donc, il y a à la fois ça, c'est-à-dire que dans la manière, dans l'univers dans lequel on vit, la vie va toujours vous pousser vers de la progression, soit de manière agréable, soit de manière désagréable. Du coup, le fait de se mettre en action va forcément orienter, tôt ou tard, vous allez atteindre la destination, même si le chemin est indirect. Le tout, c'est de commencer. Euh, aussi, vous pouvez demander, comme c'est un peu le thème aujourd'hui, de recevoir des signes, hein, de faire une introspection, de recevoir des signes. Parce que souvent, hein, c'est pas qu'on n'a pas l'information ou qu'elle n'est pas disponible, hein. Dans 90% des cas, c'est qu'on n'écoute pas, hein.
Le mental, il a une idée en tête, on pense que c'est comme ça et pas autrement. Et tout ce qui va à l'inverse de ce qu'on pense, de ce qu'on veut, on zappe l'information. D'ailleurs, le cerveau est extrêmement bien fait pour ça. Donc ça, et aussi une remise en question sur qu'est-ce que vous avez besoin de changer chez vous? Qu'est-ce qui est améliorable? Quelles sont les choses que vous ne faites pas bien ou peut-être même mal? Euh, pour ça, c'est quand on... Cette introspection, elle est intéressante lorsque on veut, si vous voulez que de bonnes choses vous arrivent, c'est bien de vous être sûr que votre comportement est sain. Si, mettons, l'univers vous renvoie ce que vous êtes ou ce que vous faites, du coup, quand on essaye de s'améliorer, l'environnement extérieur en général va supporter ça et notamment par des choses bénéfiques qui arrivent. Donc peut-être que vous pouvez aller jusque ce type de remise en question-là, qui est qu'est-ce que je ne fais pas correctement, par exemple, qui sont aussi des questions pertinentes. Voilà ce qui me vient quand vous me parlez de ça. Hop, 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 hop. Alors, et en tout cas, merci pour toutes ces belles prestations de formation. Merci Isabelle. Alors, bonjour Joyce, comment faire disparaître des corps flottants au niveau du cristallin? Alors, les corps flottants au niveau du cristallin, vous pouvez même mettre du trifalagui dans les yeux. D'ailleurs, j'ai parlé de la marque qui était top, Bédianat. Si vous arrivez à voir celui-là, il est top. Trifalaglitam, 4 gouttes dans chaque œil quotidiennement. Alors, je vous préviens tout de suite, ça pique. Ça pique, mais ça passe. Voilà, j'ai fait ça des dizaines de fois. Comme vous pouvez voir, j'ai mes deux yeux. Donc, tout va bien. Euh, ta, ta, ta. Mon fils a mal au poignet depuis 5 mois car il s'est blessé en jouant au badminton. L'écho et la radio sont normales. Bah, si la radio et l'écho sont normales, ça veut dire qu'il s'est fait mal, soit d'un point de vue ligamentaire, soit d'un point de vue tendineux ou musculaire, ou peut-être même nerveux, mais qu'il n'y a rien d'osseux. Moi, je vous conseillerais, vous pouvez essayer ça, Murivena Thailam. C'est bien on utilise ça pour les foulures, notamment. Euh, alors, Lucas. Bonjour Lucas. J'ai une question médiumnité. Est-ce que mon projet de nouvelle boutique en pâtisserie va fonctionner? J'adore quand il y a des gens qui ont des... Moi, je trouve ça génial, les gens qui lancent des nouvelles choses. C'est, c'est un dynamisme que je trouve hyper positif. Alors, nouvelle boutique en pâtisserie. Est-ce que ça va fonctionner? Bah, déjà, je suis enthousiaste. C'est souvent bon signe. Pas dans le sens où j'ai un avis parce que j'aime ou j'aime pas, mais ça, j'enseigne ça aussi au cursus intuition. Bon, je vais finir par me répéter beaucoup. Je ne sais pas combien de fois j'ai répété cursus intuition aujourd'hui. Mais on voit ça que en fait, la réaction initiale qu'on a sur quelque chose est souvent pas que liée à une réaction mentale. Donc, quand vous me parlez de ça, Lucas, j'ai un super bon ressenti. Je me sens hyper enthousiasme, alors que je ne sais pas du tout qui vous êtes, ni ce que vous allez vendre. Mais je me sens hyper enthousiaste. Donc en général, ça signifie que ça va non seulement bien, moi je ressens que ça va très bien fonctionner. Je ressens que ça va très bien fonctionner, que c'est quelque chose qui vous convient très bien, que vous êtes sûrement doué là-dedans. Je le sens super bien. Bonjour, question médiumnité aussi. Après des mois de voyage à l'étranger et maintenant de nomadisme en van, j'ai envie de me poser. Oui, on vous comprend. J'avais trouvé un super logement, mais la personne a changé d'avis. Ok. Alors, ça va être répétitif sur ce YouTube Live, mais c'est par la répétition parfois qu'on comprend. Du coup, pourquoi? La question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous poser? Quand la personne a changé d'avis, c'est que vous avez aussi vous changé d'avis. Alors, bon, je ne vais pas faire un cours d'ésotérisme, mais globalement, d'un point de vue global, ça fonctionne un petit peu comme ça. Et c'est comme ça que vous pouvez récupérer du pouvoir sur votre vie. Donc, il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas envie de vous poser. En tout cas, vous n'avez pas envie de vous poser à cet endroit-là. Euh,
Donc là, vous avez pareil besoin d'une introspection et voir euh, qu'est-ce que j'ai plutôt qu'est-ce que vous fuyez, hein? Qu'est-ce que vous fuyez? J'ai la sensation que si vous vous posez quelque part, il y a comme une sorte de danger. Donc forcément, si c'est perçu comme ça, ben bizarrement, ça va pas le faire hein, pour vous poser. Euh, Ah, pardon, j'ai pas tout lu tout de suite. Et finalement, elle réfléchit, me donne une réponse définitive dimanche. Je pense que c'est un test pour voir si je garde la foi. Qu'en pensez-vous? Alors, j'ai parlé trop vite, pardon. Enfin, d'un côté, ça pourrait être valable aussi. Bah voilà, en fait. Euh, euh, Si vous voulez vraiment ce logement, vous l'aurez. C'est très simple, hein. Au niveau inconscient, d'ailleurs, c'est des choses que je faisais parce que je suis toujours un peu en alerte et en train d'évaluer ce que je perçois parce que c'est de l'auto-apprentissage en fait, hein. Parce qu'il n'y a pas d'école, hein. Nous, on a cursus intuition, mais quand on a de l'intuition et des capacités qui, avec la répétition, s'avèrent justes, il faut se débrouiller tout seul, hein. Par exemple, dans une compétition, d'avance, j'essaye de savoir et de me mettre qui est lequel va gagner, parce que ça se lit chez la personne. Inconsciemment, c'est déjà décidé avant, en fait. Donc, voilà, c'est une règle qui est connue, hein. C'est celui qui est le plus motivé qui gagne, toujours. Euh, donc, si vous voulez vraiment l'avoir, vous l'aurez déjà. Donc, sinon, effectivement, qu'est-ce qui est en jeu pour vous? Vous voyez, en fait, quand c'est une autre manière d'aborder les choses qui est complémentaire, hein. Je ne dis pas qu'il faut toujours se regarder que soi, euh, qui est que, voilà, si vous voulez vraiment quelque chose, vous l'aurez. Si vous ne l'avez pas, il y a une partie de vous qui ne le veut pas. Pourquoi? Voilà, réussir à faire ce distinguo. Et oui, vous pouvez, la foi, en fait, avoir la foi, c'est une bonne manière d'avoir quelque chose. Puisque ça met dans des... Avoir la foi, c'est sur un plan plus large, c'est faire confiance que les choses qui ne sont pas faciles pour nous vont bien se passer. Et donc, ça se réfère dans la pratique sous forme de foi, de prière, de pensée positive, mais tout ça émerge d'une graine qui est le fait de se remettre dans quelque chose de plus grand et se dire, OK, si, mettons, c'est ce que je ressens, Alexandrine, mais ça peut être, voilà, hein, c'est juste comme ça. Si, mettons, le fait de me poser dans ce logement représente une forme de danger, de quelque chose d'immatériel ou matériel ou que je fuyais. Du coup, quand j'ai la foi, je remets cette difficulté à plus grand que moi. C'est OK, je sais que j'ai cette faiblesse, je sais que j'ai cette peur, je remets ça en plus grand que moi et que ce soit alchimisé d'une autre manière que par notre mental. Mais bon, là, voilà. On fait fort hein, sur ce YouTube Live là. Euh, vous allez avoir des antennes qui vont pousser à la fin du YouTube Live tellement on a parlé ésotérique aujourd'hui. Voilà. Avez-vous des conseils pour empêcher les fuites urinaires? Les fuites urinaires, il faut à la fois muscler le périnée et en même temps donner des choses qui vont améliorer la qualité musculaire, donc comme la l'ashwagandha. Voilà, faire des massages locaux, par exemple avec de l'huile de ricin ou avec des huiles pour fortifier. Voilà, pour qu'ensuite ça puisse s'arrêter. Isabelle, la formation massage peut-elle me correspondre? Alors, la formation massage, donc c'est une nouvelle formation qu'on a lancée, enfin qu'on lance. Euh, Est-ce que ça vous conviendrait? Je pense que oui, ça vous conviendrait à deux titres. Déjà parce que ça nourrit chez vous votre système de croyance ou qui vous êtes. Ça va dans quelque chose de cohérent, d'une part. Et d'autre part, vous avez beaucoup de connaissances qui sont applicables pour vous, c'est-à-dire pour pacifier Vata notamment, pour pouvoir faire ses propres soins. Oui, il y a une forme de cohérence, oui, tout à fait. Quelle différence entre l'huile Mahanarayan et Murivena Thailand? Bon, c'est pas du tout la même chose. Il y en a une qui a beaucoup plus de A que l'autre.
Euh, donc, mais ça, c'est quelque chose qui me fait rire. Ça s'explique après quand on apprend le Devanagari, mais le nombre de A qu'il y a dans les mots indiens, c'est incroyable. Là, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. Enfin bref. Mahanarayan Thaila, c'est bien contre les douleurs. C'est une huile qui est tridoshique, donc qui équilibre les trois doshas, et qui est très bien contre les douleurs. Muri Vena Thailam, elle est très focalisée sur les articulations. Sur les problèmes articulaires, ça fait des miracles. Donc, c'est pas tout à fait pareil. L'une est plus spécialisée que l'autre. Alors, Élise, bonjour, question médiumnique. Est-ce que mon jeune cheval Sinaï est un bon partenaire pour continuer l'équitation pour moi? Alors, moi, j'ai un cheval qui est un peu difficile à contrôler. Euh, il a l'air d'avoir des vraies capacités de compétition, si c'est de la compétition que vous voulez faire, mais il me semble assez difficile à diriger, en fait. Donc, je vais vous poser la question dans le sens inverse. Est-ce que vous êtes suffisamment une bonne cavalière pour gérer ce cheval? Sinon, c'est très simple. Soit il va beaucoup vous faire progresser, soit vous allez peut-être un peu galérer avec lui. Donc, à voir si c'est le cheval qui correspond à votre niveau. Et voilà. Mais je pense que vous allez beaucoup progresser si vous le prenez. Il va vous challenger, ce cheval. Alexandrine, j'ai une perte de vision de près, je vois flou. Ok, donc presbytie. Je constate que ce n'est pas stable. Parfois, c'est mieux, parfois, c'est pire. Je ne crois pas à un certain fatalisme, merci, qui dit que c'est normal avec l'âge. Mettez du trifalagui dont j'ai parlé dans les yeux tous les jours et faites aussi des exercices de focalisation. Vous regardez à telle distance et vous focalisez sur un point. Après, vous regardez à une autre distance. En fait, à faire travailler les muscles oculaires et faire travailler les yeux consciemment et en même temps nourrir les yeux avec du trifalagui, 4 gouttes dans chaque œil quotidiennement. Et dernière chose, vous pouvez prendre du trifala le soir avant de vous coucher euh, avec du miel et du ghee, plus de ghee que de miel. Et ça va aider à régénérer vos yeux. Je pense que vu ce que vous dites, vous pouvez encore faire machine arrière. Aurélie, bah oui, vous pouvez avoir une consultation en privé avec moi. Voilà, je ne sais pas si je donne mon 06 en direct. Je le mets dans le chat parce que le chat, il ne va pas y avoir de retranscription. Donc, 06. Après, je prends en consultation. Euh, voilà, c'est pas un souci. Mais ça fait bizarre de créer son numéro de téléphone sur un YouTube Live qui va être vu par un millier de personnes. Ça fait un peu bizarre, quoi. Je suis pas timide, mais enfin quand même. Voilà, et ben écoutez, vous remarquerez que c'est parce que c'est les vacances. Je vous ai fait un YouTube Live beaucoup plus long que d'habitude, 1h20 s'il vous plaît, 1h17 exactement. Voilà, profitez bien du reste de l'été. De ce qui ressort beaucoup, il y a besoin d'un petit peu d'introspection. On vous retrouve à la rentrée avec le cursus intuition notamment. Voilà, j'espère que vous serez en forme pour la rentrée. Et puis, je vous dis donc au mois prochain, au mois de septembre, pour un nouveau YouTube Live. Et j'espère vous présenter cette fois Hélène Frontosa qui fait de la numérologie. Et jusque-là, la numérologie, franchement, ça ne me parlait pas plus que ça. Et quand je l'ai vu pratiquer, j'ai fait waouh, ok. Je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes. Voilà, très belle journée et à très bientôt. Au revoir.